Bienvenue, merci à toutes et tous d'être présents pour cette avant-dernière session, avant que nous écoutions le professeur Chartier qui nous livrera ses conclusions sur ces 2 jours de colloque. Alors, il me revient la lourde tâche de présider après la flamboyante présidence de Mélanie ce matin, et là, je me sens tout petit, écrasé par cette affaire. Bon, donc... Avant-dernière session, les imaginaires médiatiques. Alors, je me suis beaucoup creusé la tête pendant le déjeuner et je me suis dit que peut-être le fil conducteur, même s'il nous manque un élément, le fil conducteur de cette session, c'est peut-être les 4 éléments de la physique ancienne, l'air, le feu, l'eau, et il nous manque un peu la terre. L'air, avec Yves, on va sans doute un peu parler de nouveau de mesmérisme, peut-être qu'on va y toucher un tout petit peu, voilà. Le feu, avec Christophe, et peut-être l'eau, avec le miroir. Non, vous ferez un effort, hein. Voilà. Alors, sans plus tarder, pour qu'on soit dans les temps, on va commencer cette session avec Yves Citon. Donc, Yves, vous êtes professeur de littérature à l'université Paris 8. Vous y enseignez les médias et vous rêvez, je cite votre site internet, devenir un archéologue des médias quand vous serez grand. Alors, il faut peut-être attendre encore quelques années. Bon, nous verrons. Vous co-dirigez la revue Multitude. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages. On en a un petit échantillon à ma droite ici. Je peux citer les 2 derniers, hein. C'est peut-être pas les 2 derniers d'ailleurs. Altermodernité des Lumières, publié au Seuil en 2022, et Faire avec, conflit, coalition, contagion, aux liens qui libèrent en 2021. Donc ce sont bien les 2 derniers. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du mystique lyonnais Jean-Marie Chassaignon. Je vous laisse la parole sans plus tarder. Vous avez 30 minutes. Merci Yves. Merci beaucoup pour l'introduction, merci pour l'invitation. On est dans un monde de 18e. Je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Chassaignon, mais je vous propose comme jeu intellectuel, chaque fois que je vais dire Jean-Marie Chassaignon, vous pouvez traduire par Donald Trump. Et on va voir ce qui se passe. Parce que comme vous, je pense, je suis assez préoccupé par des élections à venir. Il y a des élections à venir en France, il y a des élections à venir aux États-Unis. Ça me préoccupe beaucoup, comme peut-être certains d'entre vous. Et moi, vous allez voir, je suis un faux 18e. Je m'intéresse beaucoup à plein de choses du 18e, mais je les rapatrie un peu violemment sur notre monde contemporain. Et c'est ce type d'exercice que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc, Jean-Marie Chassaignon, je ne l'ai pas inventé, je crois qu'il existait en tout cas entre 1743 et 1796, je vais revendiquer mon helvétisme. Il a publié quelques livres, dont celui qui m'intéresse ici, qui s'appelle donc « Cataracte de l'imagination », avec comme sous-titre « Déluge de la scribomanie, vomissement littéraire, hémorragie encyclopédique, monstre des monstres » par Épiménide l'Inspiré. C'est donc 4 volumes de 300 pages que je vous invite à lire, même si je ne vais peut-être pas forcément vous donner envie aujourd'hui. Et alors, je vais le résumer très, très brutalement. Et peut-être qu'on pourra revenir dans les questions à des choses plus sérieuses. Moi, j'ai envie de le cadrer comme une question de visibilité, de notoriété ou de célébrité. Célébrité, vous allez voir, médiatique. Et une façon de s'en apercevoir, c'est que l'exergue du livre, c'est tiré de Pyrrhon, la métromanie, et ça nous dit ceci. C'est la première chose sur laquelle on tombe dans ce livre. « Infortuné, je touche à mon 5e lustre, sans avoir publié rien qui me rende illustre, on m'ignore et je rampe encore à l'âge heureux où Corneille et Racine étaient déjà fameux. » Donc fameux, célèbre, illustre, on est dans une quête, une avidité, on parlait d'avidité hier, une aspiration à la notoriété. Et donc ce sont 4 volumes, de nouveau que je résume beaucoup trop brutalement en disant que l'enjeu de ces 4 volumes, c'est un quidam, qui n'est personne, qui veut être célèbre, qui invente une petite stratégie pour être célèbre dont il s'aperçoit très très vite qu'elle foire, et qui se lamente pendant 4 volumes sur son incapacité à devenir célèbre. Mais ça lui prend quand même 4 fois 300 pages. Et pour résumer un petit peu ceci, il me semble qu'il y a une citation parmi ces 4 volumes que j'ai envie de vous proposer. Donc, au prix modique de quelques rimes, on n'achète pas un nom.
Donc on va voir nom, renommée, etc., célébrité. Une feuille éparse et volante s'évanouit, ludibria ventis. Il faut s'asseoir sur un volume épais pour être emporté vers l'immortalité. Donc là, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, je pense, par rapport à l'histoire du livre, par rapport au périodique, par rapport aux feuilles et par rapport aux multivolumes. Moi, je n'ai pas vraiment les capacités d'exploiter ceci, mais je le garde un petit peu à l'horizon avec ce poids de 4 volumes. On va voir de scribomanie, c'est dans le titre, une scribomanie qui se présente comme un désir pour obtenir célébrité, immortalité, gloire, etc. Pendant ces 4 volumes, donc il doit quand même dire quelque chose, et la plupart des choses qu'il dit, c'est de la critique de la critique. À savoir que la plupart de ce qu'on a dit sur Boileau, la plupart de ce qu'imprime Linguet en parlant d'autres personnes, ces gens-là, ce sont des critiques qui dévalorisent certaines choses, qui valorisent certaines choses, et qui ont toujours tort de valoriser ce qu'ils valorisent et de dévaloriser ce qu'ils dévalorisent. Et de nouveau, un petit résumé de ceci, c'est au volume 4, page 110, que conclure maintenant de ces diverses analyses, sinon que les plus chétifs écrivains sont les meilleurs, donc en gros, les inconnus sont ceux qui mériteraient le plus de gloire, que les meilleurs sont les plus chétifs, que ce qui fait la plus grande gloire d'un poète devrait le couvrir de mépris et de honte. Si le monde était juste, il devrait avoir honte de ce qui fait sa célébrité ou sa gloire, que ce qui lui occasionne des huées devrait souvent lui valoir une couronne, que le mauvais goût a dicté presque tous les arrêts de la critique. Et ce qui m'intéresse ici par rapport à Trump et par rapport à notre situation, c'est que ce n'est pas du tout une position de naïveté, ce n'est pas du tout une position de crédulité, on croit n'importe quoi, conspiration, le monde est plat, etc. Peut-être qu'on dit qu'on croit que le monde est plat, mais ça part d'une posture, on va parler peut-être de posture tout à l'heure, hyper critique. C'est parce qu'on est critique de la critique qu'on arrive à avoir l'air peut-être d'être naïf. Donc on va voir que c'est une certaine monstruosité qui résulte d'une position hyper critique. Alors là, j'ai essayé de vous faire un petit schéma pour illustrer la structure méta. C'était Antoine hier dans sa présentation qui insistait, je crois, à la fin sur quelque chose de méta. Les médias qui mettent en scène les médias. Alors ça, on sait que c'est très, très fréquent dans les nouveaux médias. Quand un nouveau média se déploie, on commence par voir l'écran avant de voir ce qu'il y a sur l'écran. On commence par écouter la radio avant d'écouter l'émission de radio. Alors là, ce n'est pas la première façon. Ce n'est pas un nouveau média, le livre multivolume en France en 1779. Mais il reste cette insistance sur le fait que le livre parle de ce que serait un livre ou de ce que n'a pas été le livre qui pourrait le rendre célèbre. Et donc, juste pour vous donner la structure, j'ai mis les niveaux avec une préface qui est un petit peu méta par rapport au texte. Le texte lui-même de ces 4 volumes, en fait, vous avez 4 pages. Ces 4 pages qui sont une ode à Monsieur Poncet. Et Monsieur Poncet, c'est un sculpteur lyonnais qui avait une certaine célébrité. Peut-être vous le connaissez parce qu'il a fait un portrait d'une statue de Voltaire, je crois, etc. Donc c'était quelqu'un, j'imagine que vous ne connaissez pas forcément Monsieur Poncet, mais Chassaignon espérait obtenir un petit peu de gloire en faisant l'éloge de Poncet, que lui, Poncet, parlerait de Chassaignon comme un petit peu dans le rap où on fait du featuring et puis que ça permettrait de gagner un petit peu en célébrité. Donc ça, c'est les 4 pages. Ensuite, vous avez 486 pages où il nous dit ce qu'il essayait de faire avec ce poème, ce qu'il a proposé à Poncet, pourquoi ça n'a pas marché, Poncet n'a pas voulu rentrer là-dedans, à se lamenter sur Poncet, sur le monde intellectuel, etc. Et vous avez ensuite 620 pages qui sont des notes sur les notes qui sont déjà en bas de page des premières 400 pages. Donc il appelle ça les entrailles du monstre, et là j'ai calculé, vous avez des notes jusqu'au 4e degré. Donc, vous avez des notes de la note, inclus dans la note, jusqu'à 4 degrés, et à la fin, et en fait si vous ne voulez pas forcément lire les 4 tomes, moi je vous conseille de lire la préface et les textes finaux qui sont une sorte de méta, on se perd dans l'altitude, avec un arrière-monstre, plus terrible que le monstre, 70 pages, postface ou séquimonstre, 90 pages, et anti-monstre,
40 pages. Et en fait, la plupart de mes citations, elles vont venir de la préface et de ces derniers textes. Je vous conseille vraiment de les lire. C'est la souffrance de tout lire qui rend la fin merveilleuse, mais rien que la fin, c'est déjà assez spectaculaire. Donc, qu'est-ce que c'est que cette scribomanie qu'il dénonce et dont il participe, et je dirais dont il expose de façon un petit peu christique la passion? Oui, j'ai fait crever l'abcès, j'ai craché un amas prodigieux de glaire et de bile qui m'aurait infailliblement suffoqué. Eh bien, éloignez-vous de la dégoûtante cuvette où j'ai vomi. Donc ça, c'est le livre, hein, c'est ce que vous êtes en train de lire. Où sont en dépôt des matières exécrables, hein, voilà, l'excrément, l'exécrable, voilà ce qui sort de lui. Ma rage d'écrire, loin de se ralentir, ne fera que s'irriter davantage. Et tout ce qu'on versera sur elle pour l'éteindre aura le même effet qu'un baril d'esprit de vin qu'on jetterait au milieu d'un incendie. Là, je ne vais pas vous faire des petits flash, Trump, mais il me semble qu'il y a plein de choses dont on abreuve l'incendie Trump et qui, en fait, le ravivent de plus en plus. Alors, toujours pour assumer sa scribomanie, je trouve que ce texte donne un très beau matériel pour analyser ce qu'un livre récent de Dominique Quesada, qui s'appelle Parasite, et je n'arrive pas à lire le sous-titre, mais c'est tout récent, 2023, c'est un livre sur le buzz. Et Dominique Quesada construit le buzz comme quelque chose de très spécifique aux réseaux sociaux, au digital, à l'intelligence artificielle qui est en train de se mettre là-dedans. Mais il me semble que relire Chassaignon à partir de cette théorisation du buzz, c'est en tout cas pour moi, c'est assez éclairant. Et je vous donne deux citations de Chassaignon. Si les journalistes disent beaucoup de bien ou beaucoup de mal de votre ouvrage, m'a dit un littérateur, sa fortune est faite. Vous n'avez à craindre que leur silence. Et plus loin, il est en train de parler d'autre chose. Tous les billets sont gagnants dans ma loterie. Et de réussir à instaurer un régime de communication dans lequel qu'on parle de vous en bien ou en mal, votre billet sera de toute façon gagnant. Hein, c'est la vieille phrase attribuée à Mae West, qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Là, ça fonctionne. Alors, c'est théorisé chez Chassaignon et il me semble que ça fonctionne très bien dans le cas de Trump ou d'autres de ce style. Toujours pour assumer cette scribomanie, il y a une très vive conscience chez Chassaignon de ce que j'ai envie d'appeler une course aux armements de saillance. Vous savez que les saillances, c'est ces choses qui, dans notre environnement perceptif, qu'on ne peut pas ignorer. Alors si j'étais méchant, je taperais des mains très fort et je hurlerais pour les gens qui sont en train de faire la sieste, qui doivent absolument se réveiller. Les saillances, c'est les sirènes de pompiers, les choses, voilà, on ne peut pas ne pas y faire attention. Et notre environnement de communication contemporain, on peut assez facilement dire qu'il est saturé de saillances. Tout le monde essaye de hurler pour se faire entendre. C'est déjà ceci qu'on lit dans Chassaignon, volume 4. Rien ne surprend aujourd'hui, rien n'étourdit, rien ne bouleverse. Il faut qu'un phénomène épouvantable, qu'un prodige inouï tire le genre humain de l'inertie où il est plongé. Nos yeux sont familiarisés avec les rayons du soleil et les sillons de la foudre. Il n'est qu'une pluie de sang et de serpents ou qu'une comète flamboyante qui puisse émouvoir la nature. Au choc du monstre, l'empire littéraire va éprouver une secousse, une révolution. Et je le dis juste en passant maintenant, mais je pense que ça aura frappé certains d'entre vous, moi je fais le lien entre ce texte de la fin du XVIIIe siècle avec ce que nous vivons aujourd'hui dans des univers médiatiques, médiatico-politiques, médiarchiques, mais on pourrait très bien faire une autre filiation qui serait de retrouver ces clichés, parce que Chassaignon, non seulement c'est plein de citations, on a commencé par une exergue qui vient de Piron, vous allez voir qu'il y a des choses qui viennent de Charron, donc en fait son texte est une sorte de grand copier-coller de plein de choses, dont souvent il nous donne d'ailleurs les sources, avec des notes en bas de page et des notes en bas de page, mais que donc on peut très bien inscrire ça dans une beaucoup plus long terme encore que simplement fin du XVIIIe, période pré-révolutionnaire et aujourd'hui. Alors il y a un autre voyage du futur que j'ai envie de faire, qui vient d'un autre théoricien qui s'appelle Boris Groys, dont moi je vous conseille, si visiblement on s'intéresse aux questions de médias, de lire ce livre qui s'appelle En public, toujours chez PUF, là ça date de 2011 je crois en langue originale et 2015 en français. Et la thèse de Boris Groys, c'est de dire que les célébrités, la posture ou le comportement d'être ou de se croire une célébrité, c'était réservé à très très peu de gens.
dans l'Ancien Régime et jusqu'à récemment. Il y avait des stars, alors pour nous des stars du cinéma, du football, etc., mais qu'il y avait très peu de gens qui étaient célèbres. Qu'aujourd'hui, et c'est ce que dit ici Boris Groys, nous sommes tous dans le devoir que lui appelle d'auto-design. Nous devons faire comme si nous étions des stars et des célébrités, en espérant devenir des stars et des célébrités, mais la différence, c'est que nous sommes tous à ce niveau-là, avec notre téléphone portable qui fait caméra, à laquelle on peut parler, envoyer des images, et que ça change plein de choses, et que ça nous rend tous un petit peu artistes de nous-mêmes. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les artistes professionnels qui doivent apprendre à vivre dans une situation d'exposition médiatique par la production de personnages artificiels, de doubles, d'avatars, de selfies, etc., etc., mais chacun d'entre nous, ce qui marque un tournant radical de l'esthétique à la poétique. On doit devenir poète de nous-mêmes, plus précisément à la production de son propre moi public. Et deuxième citation de Boris Groys, dans ce devoir d'auto-design qu'il étudie en public, il isole une stratégie très particulière qu'il appelle un auto-design de l'auto-accusation, où dans un monde où tout le monde prétend dire la vérité, prétend être un politicien honnête, prétend, etc., et dont, parce que nous sommes hypercritiques, nous savons que souvent c'est pas vrai, une stratégie qui pourrait être payante, c'est soit de s'auto-discréditer, soit de se présenter, de se manifester, de se laisser discréditer par des choses qu'on dit sur nous-mêmes. En gros, de se présenter comme abject. En se présentant comme abject, on montre qu'on est sincère, parce que tout le monde fait semblant d'être honnête, d'être décent, d'être etc., etc. Et de nouveau, pensez Berlusconi, pensez Trump, en lisant ceci. Les individus qui se présentent comme particulièrement mauvais bénéficient d'une reconnaissance et d'une gloire plus substantielle. Aujourd'hui, décider de se présenter comme immoral constitue une décision particulièrement judicieuse en termes d'auto-design. Et l'immoralité, je vais revenir à Chassaignon, c'est à la fois le côté monstrueux. Ce que je vous donne, c'est du vomi, c'est de l'excrément, ça ne vaut rien, il s'auto-discrédite plus ou moins à chaque page, mais en même temps qu'il s'auto-discrédite, il se présente comme un inspiré, il se présente comme participant de quelque chose qui est une force divine. Ici, on voit un petit peu la religion, on va voir des divinités, et il y a cette espèce de deux extrêmes. Je suis le plus bas du plus bas, et en même temps, parle en moi une voix supérieure. S'il n'était possédé que de la rage d'écrire, et là on parle à la troisième personne de l'auteur du monstre, donc de Chassaignon, c'est dans ces textes de la fin, où c'est au méta-méta, où on parle du texte d'un petit peu plus haut. Donc si Chassaignon n'était possédé que de la rage d'écrire, sans doute il viserait à la gloire, il se ménagerait quelques parties dans la littérature. Or, l'auteur du monstre, avec tout son enthousiasme, n'a que des facultés très ordinaires. Ses idées sont décousues, disparates, absurdes et souvent contradictoires. Le tissu de son ouvrage n'est qu'un continuel délire à travers lequel on voit percer de temps en temps un zèle fougueux pour la religion et une certaine majesté mystérieuse qui trahit la divinité enveloppé dans un nuage de paradoxes. Donc ça, c'est le texte, un des textes des Cataractes. Et là, je vais sortir des Cataractes pour vous donner une citation d'un texte ultérieur, Les Nudités, donc 1792, où, dans une partie des Nudités qui est au moins aussi chaotique, il revient sur sa vie ou son histoire, et il nous dit ceci de ce moment où il écrit, où il devient un poète. Iliade est... Est-ce qu'on est censé plus croire Chassaignon des Nudités que la posture de Chassaignon des Cataractes? Je ne sais pas, c'est à vous de vous débrouiller, mais en tout cas, il dit ceci. Il y a des apparitions internes, c'est-à-dire qu'on sent par une impression indicible d'amabilité, par une secousse intellectuelle, par une extase plus ou moins sublime, donc on sent la présence inopinée d'un génie céleste. Les organes corporels peuvent tromper, mais l'avertissement de l'âme ne trompe jamais. Lecteur profane, ne m'interroge pas sur ces merveilles. Si j'essayais de m'expliquer, tu ne me comprendras point. Et donc, ce portrait en position ou en état d'aliénation, non seulement, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il a besoin du regard d'autrui pour devenir quelqu'un, pour acquérir une célébrité, mais aussi il se présente comme possédé
par quelque chose d'autre. Et là, c'est là où il y a une citation de Charon qu'il récupère pour lui-même, pour être, et c'est, de nouveau, ça c'est le genre de choses que vous voyez répété comme un cliché à la fin du XVIIIe siècle, avec l'énergie, ce qu'a très bien travaillé Michel Delon il y a plusieurs décennies. Donc, pour être capable de s'élever au-dessus de lui-même et entrer dans le cabinet des dieux, il faut que l'esprit humain soit comme hors de lui, en convulsion, en extase, en enthousiasme. Donc enthousiasme, on va voir le feu tout à l'heure, je pense que ça va résonner avec ça. La seule voie pour y parvenir est la fureur poétique, XVIe siècle, Platon, etc., l'aliénation. Et là, moi, j'ai envie d'écouter ceci, alors non pas tellement dans ce que disent les critiques, si vous regardez, alors, il y a quelques très bons articles, je n'ai pas le temps de les mentionner ici, mais il y a quelques très bons articles récents sur Chassaignon, vraiment admirables, mais sans ça, on l'a surtout traité comme une sorte de malade mental, de fou, de psychotique, qui se lâche avec ses délires. Donc pourquoi pas, moi je ne suis pas psy, donc je ne sais pas quel était son problème, mais j'ai plutôt envie de lire ça comme une aliénation médiatique dans laquelle nous serions tous et toutes un petit peu pris et dont sauraient profiter quelques-uns, dont certains sont pour prénom Donald. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'assumer son aliénation médiatique? Alors, d'abord, il y a un paradoxe que je n'ai pas encore mis au devant de vous, mais qui est quand même assez frappant, c'est que si vous avez vu la page de titre tout à l'heure et si vous lisez tout le texte, ce quidam qui veut que sa renommée soit célèbre et immortelle, il donne jamais son nom. Donc c'est déjà pas pratique pour s'immortaliser que de ne pas donner son nom. C'est un texte anonyme, Épiménide l'inspiré. Donc c'est une sorte d'aliénation, mais sans personne. Personne au sens de, c'est à la fois la persona, le masque, le personnage d'acteur, et il n'y a personne derrière. Voilà. Donc il y a à la fois ceci, on ne sait pas très bien ce qu'il veut immortaliser finalement, parce qu'il ne met même pas son nom, qu'il a le renommé de quoi, et en même temps qu'il met en place un système qui met sur la place publique son aliénation à la célébrité médiatique. Il a des phrases comme ceci: « Je préfère moi à tous ces fastidieux personnages, je préfère moi à tout ce qui existe, c'est avec ce moi seul que j'ai passé les plus doux moments de ma vie. » Et il fait une sorte d'éloge rousseauiste de la retraite, de se retirer du monde, etc. Et il y a donc ce paradoxe d'un moi, d'une sorte de narcissisme absolu, parce que ces 4 volumes parlent de lui et de sa frustration, et en même temps une sorte de trou là où il devrait y avoir quelque chose, comme un nom ou comme une identité positive à faire passer. Alors, par ailleurs, le fait qu'il prenne comme pseudonyme Épiménide l'inspiré, peut-être qu'Épiménide, ça vous dit quelque chose, c'est associé dans la tradition à un philosophe crétois qui aurait affirmé que tous les Crétois sont menteurs. Et donc, si un Crétois dit que tous les Crétois sont menteurs, pour les philosophes qui ont du temps à perdre, ils se demandent est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il dit la vérité, etc. Comment on va dire qu'il ment ou qu'il ne ment pas. Et alors, moi, j'aime pas du tout le terme de post-vérité. Parce que pour moi, quand on dit qu'on vit dans une ère post-vérité, ça veut dire qu'il y avait une ère vérité avant, et je ne sais pas trop quand. Alors, donc, moi, je n'aime pas ce mot, mais ça me semble quand même pouvoir être utilisé pour décrire le monde dans lequel se décrit comme plongé Chassaignon, et dans lequel, moi, il me semble que je me trouve plongé aussi face à ce que je peux voir sur les écrans et lire sur les papiers, et que ce qui se passe, on peut appeler ça post-vérité si on veut, mais plutôt une neutralisation locale de la factualité. Est-ce que quelque chose a vraiment lieu ou n'a pas vraiment lieu? Est-ce que la Terre est plate ou est-ce que la Terre n'est pas plate? Donc une neutralisation locale de la factualité par un certain mode de tératologie médiatique. Tératologie, c'est le discours sur les monstres. Je vous invite donc à lire ce texte de Chassaignon comme un exemplaire assez symptomatique d'une tératologie médiatique dans laquelle nous sommes. Et plutôt que le mot post-vérité, il y a un mot anglais d'un philosophe qui s'appelait Harry Frankfurt, qui a fait un tout petit texte on bullshit, et ce qu'on a traduit par l'art de dire des conneries. Bon, pourquoi pas. Mais bullshit, c'est devenu un terme très très précis qui fonctionne de nouveau très bien avec M. Donald Trump, parce que c'est même pas de mentir, c'est d'être au-delà ou au-deçà du mensonge, à savoir qu'on dit les choses qui nous conviennent
sans du tout se préoccuper de savoir si c'est factuel ou pas. Et on les dit parce que ça nous convient. Et donc la sanction de faire du fact-checking, etc., c'est très bien de le faire, mais ça passe complètement au-dessus parce que le bullshit, ça vit de sa force propre en deçà ou au-delà de la vérification. Alors c'est Steve Bannon qui parlait, le conseiller de Trump, qui parlait de « flood the zone with shit », d'inonder la zone avec du caca, et les quatre volumes de Chassaignon correspondent bien à ça. Alors là, je vais finir, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, en vous proposant juste 4 thèses, ou 5, je ne sais plus, 5 thèses que je vais lire, qui sont un petit peu denses, mais je vais juste vous laisser là-dessus, et puis on verra si on peut en faire quelque chose dans l'avenir. Donc, la publicité, Habermas, on a parlé du décalage entre Habermas et ce qu'on essaye de faire peut-être maintenant. Donc, cette publicité, cette ouverture, cette Öffentlichkeit habermasienne, ouvre une scène de visibilité sur laquelle nos comportements s'exposent au jugement de tous et de toutes. Les attentions collectées sur cette scène apportent une certaine notoriété qui, parce qu'elle intensifie nos existences, devient un objet de désir de plus en plus irrésistiblement attrayant, au fur et à mesure que les moyens de monter sur cette scène se démocratisent, c'était ce qu'on avait vu avec Boris Groys, la mise en place de l'Internet tendant à universaliser cette pratique de l'autodesign. Deuxième proposition, cette publicité Öffentlichkeit institue des circuits de collection et de considération alors on pourrait dire de l'attention, mais là, ce matin on parlait justement de la différence entre attention, considération et je ne sais plus quel était l'autre terme, et je crois que le mot de considération ici, il est très, très important à spécifier. Donc cette publicité Öffentlichkeit institue des circuits de collection et de condensation de la considération dont la puissance est directement proportionnelle à la quantité d'attention investis en eux. Cette attention moissonnée constitue une force sociale effective, et là j'ai vraiment envie de solliciter l'allemand avec le wirklich, ce qui est vrai, c'est pas ce qui correspond à des faits, c'est peut-être que ça doit correspondre à des faits, mais c'est surtout ce qui produit des effets, ce qui est une force sociale effective. Et donc cette attention moissonnée constitue une force sociale effective basée sur notre intelligence commune. Parce qu'elle est supra-individuelle et finement ajustée à des perceptions sensibles de nos environnements, tant pis, cette force d'influence de la publicité Öffentlichkeit est dépeinte par un certain imaginaire médiumniste, et là on peut repenser à Mesmer ce matin et à plein d'autres choses. Donc cette force d'influence est dépeinte par un certain imaginaire médiumniste sous des formes supra-humaines. Voix divine, inspiration prophétique, transe, chamanisme, ou ce qu'il y a de très beau dans Mesmer, c'est que c'est aussi des flux qui circulent entre nous. On parlait de Tarde hier, Mesmer, il y a tout un imaginaire des flux qui est là, qui peut soit se décliner sur 2 niveaux, il y a quelque chose au-dessus, soit la force des flux entre nous, c'est une force commune qui a une puissance propre. Donc la présence inopinée d'un génie céleste, invoqué par Chassaignon, désigne très lucidement l'anticipation hallucinée de cette force commune au sein du locuteur lui-même, du locuteur dans un monde médiatisé, dès lors qu'il s'affiche sur une scène publique intensément médiatisée. Vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais passer sur celui-ci et je vais garder que le dernier. Qu'il soit basé sur le bon sens pratique, le bon goût ou la rationalité, les circuits d'évaluation, de valorisation établis au sein de cette publicité Öffentlichkeit se voient dès Chassaignon, et peut-être avant, je ne sais pas, mais en tout cas dès Chassaignon, il me semble qu'on le voit à travers son texte, se voient doublés, érodés, minés par différents types de court-circuitage, de buzz, dont aujourd'hui la publicité réclame payante est peut-être le plus massif, mais dont l'autopromotion serait la forme universelle. Ah oui, il m'en reste encore une, pardon. Le monstre de Chassaignon, et j'ai encore une slide après, mais le monstre de Chassaignon, mais je vais y arriver, illustre une forme particulière de court-circuitage, ce court-circuitage de la communication, qui a quelque chose de commun et qui serait censé faire passer de l'information. Donc le monstre de Chassaignon illustre une forme particulière de court-circuitage causée par la conscience hypercritique des injustices et des aberrations observé dans la distribution de l'attention et de la considération. Ça, je crois que c'est ça. Si les gens votent pour Trump, c'est d'abord parce qu'on est dans une situation d'injustice et qu'on a une attitude critique face à des injustices et des aberrations dans la distribution de l'attention et de la considération, et qu'à l'intérieur de quelque chose comme ceci, l'abjection, au lieu d'être disqualifiante, il devient prisé comme une forme supérieure de sincérité et de vérité,
attirant l'autodesign de l'auto-accusation dans une compétition vers le plus monstrueux. Qu'est-ce qu'on peut faire par-delà Chassaignon? Alors moi j'ai envie de dire contrefaire l'aliénation, expérimenter avec nos aliénations au lieu de les dénier ou au lieu d'espérer les combattre peut-être en vain, jouer avec elles, et Chassaignon joue, il nous dit « je contrefais l'insensé pour quelques moments », comme là je contrefais le 18e pour vous pour quelques moments. Nous entretenons la renommée de Chassaignon 250 ans plus tard. Ici, il voulait qu'on parle de lui, même s'il ne nous donne pas son nom, ça a marché, parce que là, on parle de lui, ici, au Collège de France, en plus, c'est quand même merveilleux, j'espère qu'il est content. À mon avis, ça peut peut-être nous aider, cette analyse, à espérer un peu contrefaire la conquête du pouvoir politique par des choses comme des trolls trumpistes ou d'autres choses. Et là, je finis juste là-dessus, c'est une petite page de publicité à la fin et d'autopromotion à la fin du texte, parce que avec ce sujet des lumières médiatiques, j'étais sûr qu'on allait beaucoup parler de Charles Tiphaine de la Roche, qui pour moi est de loin le plus grand théoricien des médias de tous les temps, et je m'aperçois qu'on n'a pas encore parlé de Tiphaine de la Roche. Et donc là, je vais faire mes lamentations chassignonesques sur le fait que les plus grands et qui devraient avoir le plus de gloire restent des tout petits. Et donc, je vous invite à lire alors la Giffanti qu'on vient d'éditer en livre de poche, je crois que ça coûte 7 € et qui pour moi est un livre essentiel si on veut parler des lumières médiatiques. Les œuvres complètes de Charles Tiphaine de la Roche sont beaucoup plus drôles que celles de Chassaignon, qui font quand même 2 volumes mais qui sont très riches. Un petit volume aussi de collectif, d'études collectives qui s'appelle... non, c'est pas Chassaignon, c'est Tiphaine de la Roche, et Imagination scientifique, littérature merveilleuse. Et moi, j'avais commis une petite monographie sur Tiphaine qui s'appelait Zazirocratie, et je vous remercie pour votre attention.